Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir les cas cliniques qui vous sont proposés dans le gré anatomie pour le membre supérieur. Alors on va s'arrêter au bras puisque on a vu la région de l'épaule et du bras. Nous allons donc commencer sans plus tarder. Donc je ne voulais pas que nous étions comme ça, nous pas faire rien le week-end, non? Donc, je vais nous casser pour que nous comprenions la plus bien. Naturellement, je ne vais pas tout bagage parce que faut que nous manions à le chercher. Si nous ne pas chercher, voilà, pas belle. Ok, donc on va commencer toujours avec la présentation PowerPoint. Donc, les cas cliniques. Si vous avez osé ouvrir le livre, donc ça ne m'a pas si nous faisons. Est-ce que nous l'ouvrons le livre là, oui, hein? Ça vous arrive? Ou bien nous dire, ah, conditions pas bon, nous pas étudier. Bon. Alors, voilà ce qu'on a. Nous avons 8 cas que nous allons voir. Traumatisme de la partie proximale de l'humérus. Nous tout mettez à côté, page là. Ouais, c'est page 665 dans la dernière édition. Ok, alors, la dernière édition, c'est la 3e édition. Ok, nombre de pages, numéro de page, ça pas même genre si nous prenons version électronique. Donc, traumatisme de la partie proximale de l'humérus, ensuite fracture de la clavicule, des articulations acromioclaviculaires, sternoclaviculaires, luxation de l'articulation gléno-humérale, lésion de la coiffe des rotateurs, l'inflammation de la bourse sous-acromiale, qu'on appelle encore sous-deltoïdienne. Ensuite, ce sera le cas du syndrome de l'espace axillaire latéral. Et on finit avec des vidéos sur le décollement scapulaire, ce qu'on appelle la scapula alata, l'aile scapulaire, et la rupture du biceps brachial. Ok, on commence. Traumatisme de la partie proximale de l'humérus, on a deux types de traumatisme. Okay? Soit il y a un traumatisme qui passe par le col, mais comme le col est solide, ça va éclater complètement l'extrémité supérieure de l'humérus. Ou bien, on peut avoir une fracture qui sera plus simple, c'est la fracture qui passe par le col chirurgical. Donc, ici, nous avons le col anatomique, ici le col chirurgical. Le col anatomique, c'est quoi? On va continuer de songer. Le col anatomique, c'est ce qui va relier la tête au reste de l'extrémité supérieure. Est-ce que le col chirurgical, c'est ce qui va, c'est un amincissement que nous avons au niveau de l'extrémité supérieure. Donc, lorsque le col est atteint, tout va justement se séparer et on va avoir plusieurs fragments. Les trois processus que nous avons de l'extrémité supérieure de l'humérus, justement, ces trois processus que nous avons, chaque palfon pâtit à pas. C'est pour cela que on dit que c'est une fracture complexe. Comme vous le voyez là, nous avons 1, 2, 3 et 4 fragments. Tandis que, donc on peut le voir dans les radiographies, 1, 2, 3 fragments. Vous avez un fragment ici, la tête ici. Donc nous avons des fractures qui sont, par définition, on dit qu'elles sont comminutives. Tandis que c'est une fracture au niveau du col chirurgical, le plus souvent nous avons 2 fragments. Comme vous pouvez le voir sur cette radiographie, la tête fait un fragment là et l'extrémité supérieure, le reste alors de la diaphyse fait le deuxième fragment. Même chose ici, la tête fait un fragment et le reste de la diaphyse un deuxième fragment. Donc vous devez pouvoir identifier ces radiographies. Je peux vous donner cette radiographie pour pour l'examen. Vous devez pouvoir me dire c'est quel type de radiographie, celle qui est plurifragmentaire, il y a plusieurs fragments, et pouvoir me les compter, ou bien une radiographie simple qui passe par le col chirurgical.
Maintenant, nous allons voir les fractures de la clavicule, les luxations acromioclaviculaires et sternoclaviculaires. Donc ici, nous avons une radiographie pour la fracture de la clavicule. Je n'ai pas pu encore trouver de photos de personnes qui a une fracture de la clavicule. Si j'en trouve pendant lors de ma pratique, je ferai naturellement avec l'adhésion du patient. Je vous les donnerai. Et ici, nous avons la luxation antérieure de l'extrémité médiale de la clavicule. Ok, il n'y a pas réellement de radiographie pour voir ça. Maintenant, la fameuse fracture, la fameuse luxation acromioclaviculaire, si vous voyez ici. Donc, pour avoir cette luxation, vous devez avoir déchirure des ligaments qui sont en dessous de la face inférieure de la clavicule et qui relient justement cette clavicule au processus coracoïde. Nous avons la clinique ici, où on voit bien que vous avez la remontée de la clavicule. Si on presse dessus, elle va descendre et remonter. C'est ce qu'on appelle le signe de la touche de piano. Et la radiographie vous montre justement cette perte de contact entre les deux surfaces articulaires. Ensuite, la luxation de l'épaule, qu'on appelle encore luxation de l'articulation gléno-humérale. Ok, la tête va laisser sa place et va venir se retrouver en avant. Ceci vient du fait que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le membre supérieur, pour avoir cette grande mobilité et pour permettre justement l'appréhension, pour permettre que la main ait une grande amplitude de mouvement, ce membre supérieur justement a sacrifié la stabilité à la mobilité. Donc ce qu'il a gagné en mobilité, il a perdu en stabilité. Et l'une des articulations qui est la plus stable, la plus mobile que nous avons, c'est l'articulation de l'épaule. Donc c'est aussi cette articulation qui va pouvoir se luxer le plus facilement possible. Ainsi, nous avons la fameuse clinique de la luxation de l'épaule. La première chose que nous voyons ici, c'est le signe de l'épaulette. Donc, vous voyez, normalement, l'épaule, elle est ronde. On parle du galbe, G-A-L-B-E, du galbe de l'épaule, l'arrondi de l'épaule. Et ainsi, l'arrondi de cette épaule-là va disparaître. On appelle ça le signe de l'épaulette. Et nous avons une petite angulation là, elle n'est pas réellement patente. C'est ce qu'on appelle le signe du coup de hache. Et le patient ne peut pas coller son coude au tronc. Donc on appelle ça une abduction irréductible. Ce sont les signes, la clinique de la luxation de l'épaule. Et si nous faisons une radiographie, on voit bien que ici vous avez la cavité, la glène, et vous avez la tête qui n'est plus en vis-à-vis de la glène. Normalement, une radiographie, vous devez retrouver une espèce de courbe comme ça, avec la scapula, c'est perdu. Donc, le vis-à-vis étant perdu, on va parler de luxation. Cette luxation peut entraîner des lésions nerveuses. Ok, ici, nous avons le nerf radial, le nerf médial, mais c'est surtout le nerf axillaire aussi qui peut être atteint. Donc maintenant, à vous d'aller chercher, lorsque vous avez une atteinte de ces différents nerfs, quelle serait la clinique? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Quels sont les déficits moteurs? Quels sont les mouvements que mon n'a pas qu'à faire, que la personne ne pourra pas faire? Ensuite, on va voir la lésion de la coiffe des rotateurs. Donc, la coiffe des rotateurs, c'est tous ces muscles-là qui vont entourer la tête humérale avec leurs tendons, justement pour lui assurer une certaine stabilité. Parce qu'on se rappelle, je l'ai dit, que l'épaule, c'est l'articulation la moins stable, la plus mobile et la moins stable. Mais nous avons quelques éléments que nous devons voir. Ainsi, nous avons le supraépineux, qui a un tendon qui est assez solide, mais ce supraépineux aura tendance à frotter en dessous de la face, au niveau de la face inférieure de l'acromion.
Et pour éviter ça, il va être protégé par une bourse séreuse qui est sous le deltoïde, donc on appelle bourse sous-acromiale ou bien sous-deltoïdienne. Ici, on retrouve le muscle deltoïde. Donc le schéma que vous connaissez plutôt, c'est plutôt ce schéma-là. On retrouve bien la bourse séreuse, ok, sous-acromiale, voici l'acromion, et la bourse va donc protéger le tendon du supraépineux. Je tiens à préciser aussi qu'on avait une deuxième bourse du subscapulaire, et ce que j'avais dit que la bourse sous-acromiale était complètement indépendante, pardon, tandis que la bourse du subscapulaire était une émanation de la membrane synoviale de l'articulation scapulo-humérale ou bien gléno-humérale. Là, on voit bien, on retrouve bien ici le tendon du supraépineux, et ce tendon du supraépineux, on voit bien qu'il est protégé par la bourse, et ici nous avons cet acromion agressif qui va justement donner des problèmes soit à la bourse, soit au tendon des muscles. Mais pour l'instant, on va surtout voir la coiffe des rotateurs. Donc la coiffe des rotateurs, nous avons les tendons qui peuvent être atteints. Ça peut être le tendon du supraépineux, ça peut être le tendon du long biceps, comme ça peut être le tendon, ok, du subscapulaire. Et si la pathologie continue, on peut arriver jusqu'à la rupture de la coiffe des rotateurs. Oh, Schneider Guillaume. Je vois que tu me parles. Oui, merci pour ton merci. C'est bien, j'adore. Maintenant, on a vu l'inflammation de la coiffe, mais avant l'inflammation de la coiffe, ce qui va arriver, c'est la fameuse bourse séreuse que l'on retrouve sur ce schéma-là. Et vous voyez, lorsque vous faites l'abduction, il y aura un pincement de cette bourse. Quand on est jeune, ce petit pincement n'a pas de problème. Mais avec l'âge, la bourse se fatigue et l'agression mécanique de cette bourse va provoquer l'inflammation. Alors, je précise que l'inflammation, ça ne veut pas dire c'est enfler. L'inflammation, ce n'est pas une enflure. L'inflammation, ça veut dire c'est gros. Dans inflammation, vous voyez le mot flamme. Donc l'inflammation, c'est un processus de défense non spécifique que l'organisme met sur pied pour protéger ou réparer ses structures. Donc, on va avoir l'inflammation, et quand cette bourse va être détruite au fur et à mesure d'avoir été érodée par le mouvement d'abduction, maintenant il n'y aura plus rien pour protéger les tendons, et les tendons eux-mêmes vont avoir aussi une agression et vont commencer par une tendinite qui, si elle n'est pas traitée, va finir par arriver à la rupture. Ensuite, nous avons le syndrome de l'espace axillaire latéral, qu'on appelle encore le trou carré de Velpo. Bon, il y a plusieurs anatomies. On a retiré tous les noms propres. Donc, sur le gré anatomie, sur l'atlas du gré anatomie, cet espace s'appelle aussi espace quadrangulaire. C'est un espace qui a donc 4 côtés. Un côté inférieur donné par le grand rond, ok. Côté supérieur donné en arrière, on le verra bien, par le petit rond. En dedans, il va être limité par le tendon du triceps, et en dehors par l'os. Qu'est-ce qui passe? Nous avons les tendons, nous avons ce qui passe dans cet espace-là. Donc on retrouve encore le petit rond, le grand rond, la longue portion et l'os qui forment le quadrilatère. Et vous allez avoir le nerf axillaire et les vaisseaux circonflexes. Donc le syndrome de l'espace axillaire latéral va surtout atteindre le nerf, et c'est surtout la partie du petit rond. Donc vous devez rechercher, parce que je ne vais pas vous le dire, vous devez aller rechercher ce que l'atteinte du nerf du petit rond va nous donner comme déficit, et quels signes on peut faire. Ok, quels signes peut-on rechercher? Quelle est la clinique en fin de compte?
Ensuite, nous avons la fameuse l'aile scapulaire, la scapula alata, qui est un décollement de la scapula. Bon, quand on regarde les photos, ça a l'air extraordinaire, mais on ne comprend pas bien. Heureusement, j'ai pu trouver une vidéo pour vous. Et sur cette vidéo, vous allez voir ce mouvement. C'est beaucoup plus explicite avec la vidéo. Lorsque la personne lève son bras, vous voyez, le décollement de la scapula. Ok? Donc ça, c'est beaucoup plus parlant. Bon, la vidéo va vous donner des renseignements. Bon, comme je vous ai envoyé ça sur votre groupe, vous pouvez toujours la regarder. Ok? Tout en sachant que c'est pour ceux qui parlent l'anglais, mais de toute façon, oh, mon cap parler anglais, ça, il a un accent horrible. Ensuite, nous avons la rupture du biceps brachial, qu'on appelle donc, la personne va avoir un bras de Popeye. Je vous ai montré Popeye avec son fameux bras, okay, qui ressemble étrangement à ça, qui est la rupture du biceps brachial. C'est quoi la guerre acoustique? Ok. Donc vous voyez ici le bras de Popeye et la rupture du biceps brachial. Et pour expliquer ça mieux aussi, j'ai trouvé une petite vidéo qui va vous montrer que quand la personne va faire justement la flexion, donc là on vous montre le tendon qui est incriminé. Donc c'est le biceps, la contraction du biceps. Et je n'ai malheureusement pas, voilà, le tendon, il est rupturé et chaque fois que la personne fait la contraction, vous avez le muscle Popeye ou bien un bras de Popeye. Ok, alors c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais pas avoir un truc qui dure un petit peu trop longtemps. Voilà. Désolé, je me suis trompé de... Ok, je crois que c'est ça que je dois faire. Oui, voilà. Donc, je te dis à tout le monde bon week-end et j'espère que vous allez justement suivre, aller reprendre ça et regarder ce qu'il faut. Merci et bye bye.